Bonsoir, merci d'être au Méliès ce soir pour cette ouverture du festival 7e Lune. Merci d'accueillir Catherine Breillat et Muriel Joudet. José Revaux et Pierre-X Garnier. Et Stéphane Goudet. Ouais. Et merci en tout cas à toutes et à tous d'être présents ce soir. Effectivement, pour accompagner la sélection officielle et en tout cas ces gestes de jeunes cinéastes internationaux qu'on invite chaque année, on a aussi effectivement la tradition d'inviter un ou une grande metteuse en scène. Ça a été Wang Bing, ça a été Bertrand Bonello, ça a été l'année dernière Jonas Trueba. Et donc cette année particulièrement, on est vraiment très heureux d'accueillir une cinéaste qu'on respecte énormément et qui a beaucoup compté pour beaucoup d'entre nous en tout cas, et qui est Catherine Breillat. Toujours dans cette idée de ces cartes blanches, on part toujours d'une envie de défendre en tout cas un premier élan, un petit peu de jeunesse, qui accompagne en tout cas, pardon, excusez-moi, il faut vraiment coller, qui accompagne en tout cas les premières envies un peu de jeunes cinéastes. Et c'est vrai qu'en discutant longuement avec Catherine ce soir, il nous a paru tout à fait naturel pour un festival international des jeunes cinéastes de projeter le premier film de Catherine Breillat en version restaurée. Je tiens à remercier aussi les films du Loup et particulièrement Caroline Polvé pour la mise à disposition de cette copie restaurée, très bien restaurée du film en tout cas. Et je vais pas en dire beaucoup plus parce que je pense que Catherine pourra beaucoup mieux introduire ce film que moi. Voilà, c'est un film, comme je disais, qu'elle a fait à 22 ans. Et à noter jusqu'après cette présentation, après la séance, il y aura un échange d'environ 30 minutes avec Muriel Joudet, et effectivement qui a écrit ce livre à partir d'entretiens avec avec Catherine Breillat. Ce livre qu'on aime beaucoup, édité chez Capricci, Je ne crois qu'en moi. Et je laisse la parole à Catherine. Principe de très brève avant les films, mais ce film a une histoire tellement particulière. Et puis il y a des jeunes cinéastes ici. Il faut savoir que quand on a la volonté de faire un film, finalement ça peut se faire presque tout seul. On était 4. J'ai toujours pensé qu'on me demanderait de faire un film parce que j'écrivais des livres. Et le livre sur lequel on me l'a demandé, qui s'appelait Le Soupirail, il était très métaphorique, avec des envolées à la fois métaphoriques, poétiques, sexuelles, très violentes, comme en fait un peu Lautréamont. Et je n'ai pas refusé, puisque je pensais qu'on me le demanderait un jour. J'ai écrit comme ça le scénario en regardant ces images littéraires et comment les transformer en images de cinéma. Et puis, comme je n'avais pas fait l'école de cinéma parce que j'étais une fille, je ne pouvais y entrer que pour apprendre à être monteuse ou script, tout ce que je ne saurais jamais faire. Mais par contre, moi je savais donc absolument pas ce qu'était un raccord, et j'avais envie, je me suis dit que j'allais faire comme la peinture hyper réaliste américaine. Et là, je pense que c'était beaucoup mieux qu'avoir fait une école. Le cinéma, c'est le cadre. Tout ce qui est très signifiant dans un cadre, ça raccorde toujours, quoi qu'il en soit. Parce que l'image interpelle, a un sens. Et donc, c'est du cinéma. Le cinéma, c'est pas de la parole. C'est un cadre. Et c'est quelque chose qui a un sens par le langage même de l'image. Et donc, on est parti, c'est un film des années 60, que j'ai tourné en 70, mais qui est en costume. Parce que il se place dans les années 60. Donc, j'avais acheté justement une centaine de paires de chaussures à talons aiguilles aux puces pour 100 francs, je crois, rien du tout. Même. J'ai acheté les mêmes pour Léa Drucker, très cher. Et puis
j'ai tout fait. J'ai fait les costumes, j'en ai acheté plein, tout fait. J'ai des années 60, et puis il y en a que j'ai fait. La robe de Brigitte Bardot, c'est moi qui l'ai faite. J'ai cousu le cerceau à un moment pour la maîtresse du père, parce que je voulais, quand elle s'asseyait dans les dunes, la robe monte comme ça et découvre. C'était l'image que je voulais. C'est moi qui l'ai cousu. C'est moi qui ai cousu le t-shirt que je voulais absolument turquoise de l'héroïne, avec un petit croquet tout autour, très mauvais goût. Je voulais qu'il y ait beaucoup de mauvais goût, en fait. Parce que je trouvais que ces couleurs très, oui, acrylique, quoi, comme dans la peinture acrylique, était justement ce qu'il fallait faire. Et donc, il n'y a que des Anglais. Il n'y avait même pas de son témoin. Il y avait un type qui était à la caméra, qui était un des neveux de la femme des plus grands producteurs français. Il est donc produit, mais un peu en sous-main, par une très grande production française qui était les films de la Boétie. Et puis on est parti sans déclarer quoi que ce soit. La jeune fille Alice jouait dans les contes immoraux de Borowczyk. C'est une Anglaise, Charlotte Alexandra. Hiram Keller était une star à l'époque. Il avait joué dans Le Sacrificole de Fellini et dans un certain nombre de films, beaucoup de films, et il était une star. Et vous verrez que, je le dis parce que vous verrez ce que faisait une star de l'époque, mais sans problème. Le film, contrairement à ce qu'on croit, n'a jamais été censuré. Le film, à l'heure actuelle, est interdit aux moins de 16 ans. C'est ahurissant. Les coordinatrices d'intimité s'évanouiraient de rage. Ce film, on m'interdirait de le faire. C'est certain. Pour ça, il faut réfléchir quand même que vous faites une époque qui marche à reculons. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'était normal. C'est une star qui le fait. Hiram Keller, Charlotte Alexandra, c'était quand même dans les contes immoraux de Borowczyk. Et il y a l'épicière, vous verrez, c'est Shirley Stoller qui était l'actrice du film culte Honeymoon Killers. Ensuite, Mort Schumann a fait la musique. Mais entre-temps, André Genovès a fait faillite. Et donc, le film s'est retrouvé coincé au laboratoire pour 40 000 € de dette. Je suis arrivé à le faire ressortir pour le montrer à Rotterdam, où il me faisait une rétrospective au moment de Romance. Et il y a eu une critique très bonne dans le New York Times et une autre très bonne dans l'IB. Du coup, j'ai pu remettre la main sur le film qui avait été exploité comme un film X, alors que pas du tout, par quelqu'un qui l'avait racheté dans la faillite et que j'ai obligé à me le rendre. Parce que du coup, je pouvais dire, ah mais oui, mais c'est un film d'auteur, vous me portez un préjudice. Parce que... Et donc j'ai pu le récupérer. Humbert Balzan m'a aidé à faire un dossier d'avance sur recette pour aide à la finition de premier film, 25 ans après que je l'ai terminé. Et c'est comme ça que vous allez le voir, c'est à cause d'Humbert Balzan à qui on peut aussi rendre hommage d'ailleurs. Donc, je suis avec Muriel qui a écrit le livre d'entretien sur moi, et tout à l'heure j'espère qu'on pourra parler, mais cette fois du film, parce que malgré tout il faut parler des films après que les spectateurs les aient vus. Une projection, merci beaucoup, et à noter après l'échange, un petit cocktail nous attendra dans le bar du Maïs. Merci. Non, à l'époque. Ah, ça c'est plus que gentil de me le dire.
Il y a une marche là. Vous vouliez peut-être réagir dessus. Et c'était vraiment déjà la première fois que je l'ai vu, 25 ans après, pour faire l'étalonnage, au marché du film à Cannes, parce que j'avais réussi à leur acheter. C'était plein d'Asiatiques qui adoraient mon cinéma. Ça m'avait fait un drôle d'effet. Ils me disaient, ça fait un quart de siècle. Mais maintenant, ça fait un demi-siècle. Et je trouve que là, c'est la première fois que je le vois restauré. La pellicule, la copie d'avant, qui était assez abîmée, il y avait un côté qui avait un côté un peu plus underground, un peu plus interdit. Mais celle-ci, cette restauration, permet de voir des détails qu'on ne voyait pas et rend le film beaucoup plus comme une peinture hyper réaliste. Et c'est d'ailleurs la peinture hyper réaliste qui est une des grandes références, influences du film. Oui, complètement. D'ailleurs, même Ivan Keller, qui était quand même une star, pourquoi est-ce que j'ai pu la voir, et Shirley Stoller, tout ça, j'étais très amie avec Andy Warhol à l'époque. Et oui, parce que là, tout le monde est post-synchronisé. Ils sont tous anglais et américains. Charlotte est anglaise. De toute façon, il n'y avait pas de son, il n'y avait même pas de son témoin. Bon, Irad est évidemment américain, Shirley Stoller américaine. Il n'y a que les parents qui sont français. Alors justement, les parents, parce que c'est... Moi, ce qui m'avait frappé, chaque fois que je le revois, c'est le portrait en creux de la France pompidolienne, qui est assez terrible, et de la famille nucléaire. C'est un cauchemar, quoi. Est-ce que c'est votre vie? Est-ce que ça a été vos étés, votre famille? Totalement, non. Il y a un côté fantasmé que je traversais toujours les Landes. Et les Syries, tout ça me faisait rêver, et justement c'est le côté hyper réaliste. Et ça, évidemment, j'ai inventé, on voit bien, c'est de la folie furieuse, hein, parce qu'il fume sur une montagne de sueur. Il aurait pu s'enflammer. Je peux l'allier, faut bien le dire. Mais bon, là, c'était complètement l'hyper-réalisme américain, mais ça me plaisait. Les pins des Landes, la lumière qui passe à travers, tout ça, c'était totalement mes fantasmes. Et donc j'ai pu le tourner. C'est moi qui ai peint la fresque sur les murs. J'ai peint le maillot de bain de Charlotte parce que j'étais beige et bleu marine. Je l'ai peint en rose et noir. Oui, parce que on ne peut pas. Enfin, on se dit forcément qu'il y a quelque chose de l'ordre du hasard dans l'agencement des couleurs et des détails, alors que vous êtes hyper maniaque et vous choisissez tout dès le premier film. En fait. Oui, mais oui, je repeignais le fauteuil, je l'ai repeint en orange. Oui, je faisais tout. J'ai mis plein d'eau de javel sur l'herbe parce que je voulais qu'elle soit jaune. Et c'est quoi qui présidait à vos choix esthétiques qui tombe de laideur aussi que le film cultive? Une sorte de tableau apocalyptique post-moderne. Parce que la Lande, avec tous les détritus, est devant la mer, Je ne l'ai pas inventé. De toute façon, je n'invente jamais rien dans ma film. C'est simple, je n'invente jamais rien. Quelques fantasmes tout au plus. Ça, c'est des envolées littéraires, mais autrement, tous les dialogues, c'est quand même les dialogues de ma mère. D'ailleurs, elle ressemble beaucoup à ma mère. Toutes les scènes, je les reconnais. Mon père, par contre, était très bel homme. Bon, il était médecin. Il était, à vrai dire, très bel homme, mais enfin, il parlait pareil. Il disait les mêmes choses. Horrible, horrible. Et il y a en même temps cet arrière-plan un peu yéyé, un peu de... La musique est très importante. Oui, c'est la musique des années 60. Évidemment, moi, j'étais fasciné par le côté... Bon, c'est marrant, hein. À l'époque, André Génovès, qui était quand même le plus gros producteur presque du cinéma français, il croyait que c'était Johnny Hallyday, c'était un sosie. Et c'est vous qui avez écrit la plupart... Je les ai toutes écrites. Je les ai toutes écrites, et puis un jour... Mais on faisait... Il y avait une générosité. J'ai tourné quand même dans le lycée de Bayonne.
m'ont ouvert les portes. J'ai tout retourné au château d'Arcand, c'est Guy d'Arcand qui est vraiment c'était la grande famille de Biarritz. On avait une liberté, mais totale. Donc, vous ne vous souvenez pas, peut-être ceux qui avaient mon âge, et quand on jeune, ils essayent de museler le fantôme de petite liberté qui leur reste. C'est encore trop. Et ça, je veux dire, il y avait quand même un côté... On pouvait s'exprimer, c'était normal. Et en même temps, le film a un côté arraché au réel, c'est-à-dire faire un film comme ça à 22 ans, ça peut que être un geste un peu clandestin. Oui, le film était ce qu'on appelle un film sauvage. Oui, c'est ça. Mais quand même, T'es pas au centre du système, quoi. Non, mais quand même, le directeur de la censure, qui s'appelait Pierre Soudet, avait lu le scénario, et ce qu'il m'avait reproché, c'est que je décrivais la France sous un jour défavorable, que les gens dans le train que je décrivais étaient absolument horribles. Et pour avoir le visa de censure, alors c'est drôle, la censure a toujours tout faux. Alors, parce que... Et là, à cette époque-là, ce qui comptait, c'était finalement la moralité des acteurs. Et même le prêtre catholique qui faisait partie du comité de censure, je l'avais convaincu que de toute façon, le père, avec sa maîtresse, c'était du lait Nestlé. Du lait concentré Nestlé, donc il n'y avait pas de sperme, donc il n'y avait pas eu de plaisir, il n'y avait pas joui, il n'était pas rentré, c'est pas dedans. Dehors, phrase rituelle des années 60. On ne se rend pas compte comment le sexe, on a toujours déliré, toujours il y a un délire, et puis je pense... Et là, je reviens d'Espagne, où j'ai montré le film à la Cinémathèque de Barcelone. Alors, ce qui m'a sidéré, c'est que des jeunes filles de 22, 25 ans, elles m'ont dit, mais nous, nos parents nous ont dit exactement la même chose. J'étais sidéré. Parce que je veux bien croire qu'ils sont plus catholiques que nous sommes à l'heure actuelle. Et puis elle essaye de défaire la malédiction. Le dégoût revient beaucoup dans la bouche d'Alice Bonnard. Elle dit cette phrase que j'adore, le dégoût me rend lucide. Et après, le film reprend sans cesse le motif essaye de nous dégoûter avec le cérumen, avec tous les fluides, mais presque pour nous habituer à des choses qu'on ne voit pas au cinéma. Comme Cronenberg dans Existence, en fait. J'ai des points communs. Et en fait, est-ce que c'était une manière pour vous d'habituer le spectateur à des choses qu'il ne voit pas, c'est-à-dire les sécrétions, voilà, le corps d'une... C'est ce que vous faites après avec Anatomie de l'enfer, c'est le corps d'une femme, en fait, c'est ça. Le côté... C'est pas une image, c'est un corps qui sécrète des choses. Le côté physiologique, le côté qui fait horreur, quoi. Et c'était Se confronter à l'horreur, c'est aussi l'apprivoiser. C'est aussi comme des exorcismes. Et puis, c'est des gestes, quoi. Ah, c'est si horrible que ça, ben, je me vautre dedans, donc c'est pas si horrible. On s'y habitue, c'est comme le poison, il se mitridatisait avec le poison. Moi, je trouve, j'ai beaucoup ce côté-là. Oui, ça revient, il y a la sève, il y a l'œuf, il y en a plus. Ça revient tout le temps, c'est vraiment Tout ce qui est gluant et puis elle toise après les gens, vraiment une espèce d'effronterie, un regard d'une dureté. C'est vraiment aussi des actes de rébellion à l'état pur. Et en même temps, je trouve que l'ennui, les grandes vacances, être enfermé avec sa famille, enfin, j'ai ressenti ça de manière très forte. Et on arrive à vraiment suffoquer. Oui, complètement. Et c'est-à-dire votre cinéma, son point de départ, c'est ça. C'est-à-dire, d'ailleurs, ça m'a frappé là, le générique d'ouverture, c'est un cahier d'écolière. Je me suis rendu compte que j'avais fait la même chose dans le nouveau scénario. Voilà, c'est parce qu'il y a ce motif du journal intime, c'est-à-dire cet espace à soi qui va nous permettre de respirer. Et c'est assez fort que votre cinéma commence par ça. C'est-à-dire, bon, on prend ce qu'il y a, un cahier d'écolière, et pour pouvoir supporter et survivre aux vacances, on va... Et d'ailleurs, le film, il y a l'actrice par la peine, c'est quasiment que de la voix off. Ça, c'est assez... je l'ai surtout marqué là. C'est-à-dire qu'elle parle à peine, et qu'est-ce que c'est la voix off dans le film pour vous?
c'est la voix qui exprime. Le livre s'appelait au départ Le Soupirail. Après, je l'ai republié sous le titre de la jeune fille. Le soupirail, ça veut dire d'être enterrée, quoi. Elle est enterrée en elle-même, comme finalement Anaïs dans La Masseur, quoi. Cette espèce d'enterrement qui donne une lucidité parce qu'on dévore, on regarde les mondes et on est caché. Le monde ne vous voit pas. Même quand on la voit jamais dans le fond. S'il y a le petit blouson noir qui la remarque, mais mal. Il y a une vision du... Donc là, sur la voix off, est-ce que c'est le texte pour vous? C'est une manière de rendre présent le texte? Beaucoup les voix off, en fait. Parce que, dans le fond, le cinéma, c'est de l'image. Et au cinéma, on n'écoute pas les dialogues. Mais curieusement, on écoute les voix off. Les voix intérieures, on les écoute. Les dialogues, on les écoute pas. Et c'est vrai qu'il y a un commerce comme ça avec l'autre sexe qui est désespéré, que ce soit avec tous les hommes que croise Alice, quoi. Oui, puis fantasmatique, c'est-à-dire qu'elle les connaît quand même pas du tout. Elle imagine, elle a peur, elle a honte, et en même temps, elle a une envie dévorante de se confronter. Mais ça ne peut être qu'humiliant. Pourquoi? Parce que je pense que, là encore, les féministes, s'il y en a, vont m'arracher les yeux, mais on a envie très jeune de se construire. Moi, je me souviens d'un père, après, il était médecin, mais il voulait faire gentleman farmer, il avait acheté à crédit des propriétés. Et je me souviens très bien que j'avais 12 ans et je regardais, et je dévorais des yeux un ouvrier, justement. J'appelais le jeune homme mouton. Je sais pas, il devait avoir les yeux bouclés. Et je voyais qu'il ne me regardait pas. J'avais 12 ans, j'étais rien. Parce que l'enfance, c'est tragique aussi, on n'est rien. On n'existe pas. On convoite. C'était même pas sexuel à 12 ans, c'était juste être regardé, quoi. Mais là, c'est l'adolescence. On sent que Charlotte Alexandra, l'actrice, doit avoir la vingtaine. Elle avait quel âge? Elle était très jeune, ouais. Elle avait des gros seins. J'ai jamais pu avoir des actrices très jeunes plates. Je ne sais pas pourquoi. Déjà, Anaïs, j'étais catastrophée. Elle avait 12 ans, elle avait une énorme poitrine, comme moi, quoi. Après, c'est vous qui les choisissez. Non, c'est elle qui jouait bien et c'est elle qui avait une relation avec moi. Oui, et en même temps, j'ai le souvenir que pour vous, la question de la poitrine qui pousse trop vite, qui est un stigmate, c'est très important dans votre histoire. Dominique Laffin aussi avait une poitrine. Je crois qu'elle soit plate. Oui, c'était Dominique Laffin, elle était tellement bien. Mais c'est aussi ce corps du coup, qui doit porter partout où il va la marque d'une sorte de... qui est forcément sexualisée. C'est ça aussi. C'est un cauchemar. C'est une malédiction dans votre cinéma. Moi, la poitrine, une énorme poitrine quand on est très jeune, c'est un cauchemar. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là déjà. Moi, je voulais dire d'abord que j'ai halluciné de votre film. Moi aussi, quand je le regarde, j'hallucine. Comment j'ai eu le courage de faire ça? J'hallucine de votre film. Et en fait, je suis choquée pour deux choses. Voilà, c'est que je suis choquée par les images. Et du coup, je ne sais pas si je suis choquée parce que les images me choquent ou si je suis choquée justement parce que le film date de 75. Donc il y a une double question en fait, je me demande ça en fait, je me demande si je voyais ce film, si vous présentez ce film qui est sorti cette année, est-ce que je serais choquée? Et donc je trouve ça hallucinant simplement, voilà. Et en fait j'avais une question à vous poser. Il y a un film de Pascal Thomas qui s'appelle Pleure pas la bouche pleine, qui date de 73. Et je me demandais si vous l'aviez vu, si vous avez inspiré, parce que j'ai retrouvé énormément de points communs entre les deux films. Et que, pareil, en fait, j'ai vu du coup le film de Pascal Thomas il y a genre 1 an, dans lequel, pareil, en fait, on suit un personnage de jeune fille qui est assez dur aussi, et qui va vivre ses premiers émois avec un garçon. Et il y a une Virginie espèce de... Thévenet ou pas? Comment? C'est Virginie Thévenet? Non, c'est Annie Collet. Ah bon. Et dans le Virginie Thévenet, c'est moi qui la lui ai dragué à Saint-Tropez.
je l'ai trouvée super mignonne et super bien. Et je lui avais dit qu'elle, il fallait la faire tourner. Il a plu. Du coup, vous n'avez pas vu le film. Oui, Pascal Thomas, c'est pas tout à fait la tasse de thé quand même. Je suis quand même un peu plus radicale. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, dans le film, dans le traitement d'une espèce d'intimité comme ça, frontale, brutale, de montrer des scènes assez, étonnantes, choquantes, et une ruralité aussi, un espèce de basculement dans quelque chose justement de radical, j'ai trouvé énormément de points communs. Et voilà, je me demandais si vous l'aviez vu, si vous avez Parce inspiré. que c'est aussi une sociologie d'une époque. Tout à fait. Mais ce qui est curieux, c'est que l'époque se reproduit. Et là, je vous jure qu'en Espagne, je n'en suis pas revenu. On dit, mais nous aussi, nos parents nous ont dit ça. Là, maintenant, des filles qui ont 22, 25 ans. Et c'est absolument hallucinant. C'est vrai que moi, j'ai plus ça va, plus j'ai l'impression que les années 70 au cinéma, c'est à la fois un âge d'or, mais aussi c'est comme si ces années 70 avaient signé les films de cette époque-là. C'est-à-dire quand je vois, il y a vraiment un air du temps qui est particulier, et parfois il y a des films des années 70 où je me dis, voilà, c'est presque la personne qui a signé le film, c'est cette décennie-là. Tellement la marque est très forte sur les films, tellement on a l'impression que toutes les planètes sont alignées pour faire du très grand cinéma, et les chefs-d'œuvre s'alignent, que ce soit en France, en Italie, partout. C'est très impressionnant, et il y a une liberté aussi. Oui, il y a quand même eu la révolution des teenagers qui sont tout de même devenus des personnes, mais bon, engoncés dans tous les préjugés, dans le fait que ils se croyaient adultes, mais ils n'étaient pas, évidemment. Bon, il y a Ferreri, même on pense aussi, moi je pense beaucoup à Isabelle Huppert dans Les Valseuses, Oui, à son beaucoup. ennui, avec son petit t-shirt niqué. C'est comme si vous aviez développé le personnage d'Isabelle Huppert dans Les Valseuses, parce que c'est vraiment la même histoire, elle est avec son père et sa mère, en train de pique-niquer, et elle dit à Depardieu et Devers, je m'ennuie à crever, venez me chercher. Et je me suis toujours dit qu'Une vraie jeune fille, c'était le film qui développait ce personnage. Les personnages, moi je trouve que il y a quand même le personnage de la jeune fille est un personnage emblématique. Parce que il y a tellement de contrastes entre la pureté, l'inverse de la pureté en quelque sorte. D'ailleurs, il y avait cette fameuse expression vierge folle. Le problème à l'époque, il n'y avait pas la pilule. Les parents étaient obsédés par le fait que leurs enfants, leurs filles, ne tombent pas enceintes, qui n'avaient pas le droit à l'avortement encore. La pilule, comme vous avez vu, ça se trouve en Suisse. Les Suisses l'avaient, mais pas la France. Moi, je me souviens toujours à l'Assemblée nationale de Michel Debré, et ça, je m'en souviens, je le vois. Et c'était une humiliation sans nom de l'entendre discourir à l'Assemblée pour dire que la pilule, et si on l'autorisait aux femmes, et qu'est-ce qu'elles feraient de cette liberté? Les pauvres têtes de linotte. C'est une humiliation sans nom. On était aussi éduqués et dans un monde qui nous humiliait tout le temps quand on était une fille. On était finalement, parce que le côté, quand tu auras donné ton cul, il n'y aura plus rien, mais c'était presque plein de filles de l'époque l'ont entendu des choses aussi épouvantables, comme si on n'avait jamais de tête. D'ailleurs, le film, c'est ce qui est. Le malentendu qui peut être fait, notamment, surtout au film, c'est que ça pourrait parler de quelque chose qui serait la question du plaisir, alors que pas du tout le droit au plaisir, quelque chose de cet ordre-là. Alors que il y a là, et on le voit très très bien tellement c'est frontal, c'est presque des méditations métaphysiques de Descartes, c'est-à-dire c'est une jeune fille enfermée chez elle, qui enquête d'elle-même et qui presque produit son cogito, quoi. Vraiment, c'est une quête de soi absolue qui en passe par les hommes, mais les hommes ne sont que l'instrument d'une connaissance de soi. Et là, on le voit avec le journal intime, l'examen l'auto-examen gynécologique. Oui, comment elle referme sa valise sur la mort de ce jeune homme tout de même rêvé et magnifique. Oui, voilà, il lui a servi, tous les hommes lui ont servi à
En fait, il y a cette malédiction que le féminin est obligé d'en passer par le masculin pour se réfléchir. C'est ça qu'on voit beaucoup dans vos films. Et du coup, bon, une fois qu'on est arrivé à une certaine connaissance, on peut se débarrasser de quoi. C'est un peu ça que racontent vos films. Mais en tout cas, c'est cette idée de quête, vraiment de produire un savoir, de quête de soi, ça apparaît dès votre premier film. Oui, bon, en plus, moi j'aimais les hommes finalement qui ressemblaient à des filles, qui avaient la beauté des filles, exactement ce que je dis toujours. J'aime les hommes pour la beauté des filles. Et est-ce que sur des hommes. Et est-ce que du coup, vous êtes passé par le cinéma, vous avez commencé à faire du cinéma, justement pour vous connaître vous-même, c'est-à-dire cette quête d'Anne-Claire Bonnard, est-ce que c'est la vôtre ou est-ce que vous utilisez le cinéma comme ça? C'est-à-dire, je sais, mais comment dire, savoir et écrire, c'est pas la même chose que voir. C'est comme des expériences, c'est comme quand on dit c'était les grenouilles, quoi, le cinéma. On voit. On voit comment on est, le cinéma. C'est quelque chose de... Il paraît que quand on fait du cinéma, il n'y a pas besoin de psychanalyse. Ça va plus loin pour vous, parce que vous avez quasiment écrit autant de livres que vous avez fait de films. Et ça, c'est pas forcément. Mais pour vous, ça va plus loin. L'image va plus loin. Oui, parce que malgré tout, ne pas se censurer dans l'écriture, c'est plus simple que devant, même là, ici, avec que 4 personnes, mais avec des acteurs et tout, oser les mettre en scène en leur faisant faire ça. Oui, ça va beaucoup plus loin. Et moi qui suis hyper puritaine et très timide, il faut toujours que, je dis toujours que je me viole, je m'y oblige, parce que c'est ça l'art. C'est s'obliger à dire les choses interdites et les choses qui ne sont pas dites. Et dans le fond, on les dit plus avec de la chair humaine qu'avec des mots. Puis avec du coup l'altérité, c'est-à-dire les acteurs. Je sais pas, Charlotte Alexandra ça s'est passé comment avec elle? Très bien. Sauf que quand elle a vu le film, parce que donc pour sortir le film donc, du laboratoire, puisque André Génovès a fait faillite, parce que ce film il sortait, hein, il avait son visa de censure et quand même c'était une révolution s'il sortait. Le vendeur de chez, distributeur de chez André Génovès trouvait que le film allait cartonner, qu'il était inouï. Et voilà. Bon, il était bloqué après Alors, la question, pardon, voilà, c'était la question de l'actrice, oui, alors, qui a vu le film et qui choses que j'avais convoquées, les Musidora, là, les féministes. Finalement, les féministes, elles ne m'ont jamais beaucoup aimé. Alors que je suis ultra féministe, c'est un discours très féministe, hein, si on regarde bien, et si on écoute. Et donc, elles étaient venues voir le film, j'avais besoin d'aide pour leur caution, et elles avaient été révoltées par le film, bien entendu, parce que malheureusement, je constate que féminisme égale puritanisme et enfermer encore plus les filles dans une vertu intouchable. Celle que vous avez côtoyée en tout cas à l'époque, parce qu'il y a plusieurs... Oui, il y a plusieurs livres. Là, je suis allée au festival de Créteil, parce que maintenant, on les esprits beaucoup plus ouverts. Merci. Depuis Jacques Yvette, en tout cas. Mais bon, et j'avais aussi, hier j'ai fait un documentaire, j'apparais dans un documentaire que les Canadiens sont en train de faire sur Pierre-Henri Delot, et pour faire sortir le film, je voulais absolument qu'il soit à la nouvelle quinzaine qui s'appelait Cinéma de la Liberté, la première édition. Et je voulais qu'ils prennent le film comme ça, il sortait du laboratoire. C'était une dette, mais c'était pas une énorme dette. Si le laboratoire pensait que si le film sortait, ils allaient récupérer l'argent, il sortait. Et donc, je l'avais montré, et je sais, il y a ici le distributeur de Luc Moulet, qui faisait partie du comité de sélection de cette quinzaine qui s'appelait le Cinéma de la Liberté. Et on leur a demandé à ceux qui étaient là
que quand même, ils n'allaient pas continuer à avoir un film pareil. C'était du cinéma pour nous. Ils n'étaient quand même pas là pour voir des films aussi épouvantables. Et donc on essayait de les faire partir. Il est resté aussi une journaliste qui était aussi venue m'en parler. Et du coup, j'avais reçu des lettres requises, comme quoi mon film était très intéressant, mais qu'il y avait beaucoup d'autres films, et que donc ils ne pouvaient pas retenir celui-là. De rage, je leur avais écrit. Il est quand même très sympathique, hein, Pierre-Henri. Je ne suis pas en train d'en dire du mal, là, mais du bien. Parce qu'en fait, j'avais écrit une lettre recommandée avec accusé de réception, en leur disant cinéma de la liberté, vous n'en avez aucune. Et je vous écris parce que je prends date. L'avenir me donnera raison. Et bien, c'est quand même vrai. Mais il a tenu à ce que je le dise dans le documentaire sur lui. Donc, vous voyez, je dis pas. Et après, c'est lui qui a sélectionné l'Empire des Sens. Grâce à quoi, après tout, j'ai pu faire romance. Si l'Empire des Sens n'était pas sorti en France, n'avait pas eu ce succès critiqué. Et j'aurais jamais pu faire romance. Je me suis énormément servi de la dialectique et du parallèle entre... S'il y a un film, il peut y en avoir plusieurs, qui ne sont pas du cinéma porno, même si on voit des choses porno. Bon, là, je me souvenais pas que je l'avais déjà fait. Et dans mon souvenir, oui, Charlotte Alexandra a vu le film, mais Oui, vous ne l'avez plus jamais revu, quoi. Non, elle est sortie, les yeux fermés, les bras en avant, elle est retournée en Angleterre. Je ne l'ai jamais revu. Il faut reconnaître. Et à votre avis, qu'est-ce qui... Parce qu'il y a toujours ce vertige, c'est-à-dire des acteurs qui acceptent des choses sur le tournage, très conscients et tout ça, et c'est le moment de la projection qui est traumatisant, en fait. D'un seul coup, c'est comme s'ils n'avaient pas réalisé ce qu'ils avaient donné. On ne réalise jamais. Mais même quand j'ai fait police, je suis allée chez les truands. Je leur avais dit, je viens parce que je fais un scénario. Il y avait aussi des flics d'un côté, des flics un peu ripoux, les truands, les vrais truands de l'autre, l'avocat marron, et j'emmagasinais, parce que moi je suis un ordinateur. Après tout ressort. J'invente jamais rien. Des fois j'en fais une fiction, bien sûr. Je ne recolle pas dans une autobiographie réelle. Mais j'en fais de la fiction. Mais en fait, j'invente pas. Et pour les truands, quand ils ont lu le scénario, ils ont été très très choqués. Parce qu'en plus, ils disaient, le parrain de l'héroïne tunisienne disait, bon, moi, je ne parle pas. En fait, dès qu'ils oublient qu'on est là, ils parlent. En plus, j'avais lu tous les dossiers qu'il est interdit de lire d'ailleurs, tous les dossiers, les interrogatoires, j'avais tout. J'avais ça de dossiers interdits qu'on n'a pas le droit de lire. Tous les trucs, au fur et à mesure que je les voyais, je savais tout, je savais toute leur histoire et tout. Et je savais comment ils parlaient, donc j'ai fait police. Et quand ils ont vu à quel point ça ressemblait, à un moment ils m'ont enlevé, et en fait ils voulaient que le film ne se fasse pas, ou alors un pistolet dans la nuque. Et là je peux vous dire que Piala, courageux mais pas téméraire, était terré chez lui. Et voulait refaire l'intérimaire avec Isabelle Huppert et plus faire police. Et donc il m'avait enlevé. Et il m'avait dit, oui, tu es une balance, tu n'as aucune imagination. J'ai dit, si, le problème de l'art, c'est le média. Vous comprenez? Oui, quand un peintre plante son chevalet, le paysage, il est sur la toile. C'est ça l'art. C'est le changement de média. Donc j'ai dit, après tout, le paysage n'a pas à se reconnaître. Mais oui, c'est vrai. Mais il arrive ça aux acteurs. C'est qu'ils sont le paysage et comme ils sont actés, ils sont faits dans les films. Moi, je dis toujours que les acteurs ne font pas les films, ils sont faits dans les films comme des rats, dans le fond. Des très beaux rats,
de très belle race, absolument sublime, j'adore les acteurs. Mais il faut aussi parler vrai. C'est-à-dire que les acteurs, je suis désolée, font commerce de leur corps, leur outil de travail, c'est leur corps. Et les sentiments et les émotions qui sont vrais. Alors il y a une espèce de plaisir à jouer, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on joue. Mais c'est le métier même d'acteur. C'est pas dire, ah, le metteur en scène est pervers, il a manipulé, il a obligé. Non. Le métier même d'acteur, c'est de s'exprimer, d'exprimer des sentiments intimes. Et c'est pour ça que dans le XVIIIe siècle français, on disait que les acteurs, c'était des prostituées, comme on le mettait dans les carrés des prostituées. Ça n'avait rien du sexuel. C'était simplement parce qu'ils faisaient leur outil de travail, c'était leur corps, et qu'ils exprimaient des sentiments et des émotions qu'ils étaient obligés d'être les leurs. C'est très ambigu d'être acteur. Il faut comprendre le métier qu'on fait. Et je pense que vous faites une distinction qui me paraît, il y a tout dans cette distinction entre les acteurs et vous-même êtes sous l'emprise du film. Là, les acteurs qui sont sous votre emprise, c'est tout le monde est sous emprise du film. Et je trouve que dans cette petite distinction, il y a toute la grande différence entre un cinéaste qui va faire du mal à ses acteurs et un cinéaste qui va juste les emmener au-delà d'eux-mêmes. Ça, oui, je peux vous dire que l'été dernier, il y a quand même 4 scènes d'amour, mais c'est beaucoup hein, dans un film. Donc elles sont très longues chez moi. Et bon, il y avait un état de grâce sur le film de ce petit jeune homme qui avait à peine 17 ans, Samuel. Il ne passait pas que le matin, il faisait sa première scène d'amour l'après-midi. Des questions ou des remarques? Ouais, vous allez aller. Merci. Merci Catherine. Mais je fais quand même très très attention dans tous mes films à ce que les coiffures ne se démodent pas, et que les acteurs, les thèmes restent éternels. Et pour ça, il faut faire attention. Et pour ça, on a la peinture qui vous indique. Vous voyez, dans la peinture, on voit bien comment les coiffures qui ne vont jamais se démoder, qui sont classiques, voilà, les costumes qui vont aussi jamais se démoder vraiment. Moi, j'ai toujours fait très très attention à ça, pour que les films perdurent, ne se démodent pas. Merci beaucoup, Catherine, pour cet échange qu'on peut continuer bien sûr au bar du Méliès. Merci beaucoup à vous.